Nous passons à notre enquête BFM TV. Enquête BFM TV sur les atteintes à la laïcité qui se multiplient à l'école à travers notamment le port des abayas, ces robes longues musulmanes. Nous avons enquêté dans 2 lycées lyonnais et recensé 170 lycéennes en abaya. Les enseignants nous disent que ces élèves font peser une pression importante sur l'établissement, sur le corps enseignant aussi. C'est ce que vous allez voir dans cette enquête réalisée par Stéphanie Zenati, Véronique Fèvre, Sonia Reynaud, Bérangère Cana et Laura Bleuzen. Dans ce lycée lyonnais, pour certaines élèves, c'est devenu un rituel. Chaque jour, elles arrivent voilées devant les grilles de l'établissement. Mais au moment d'entrer, elles enlèvent leur foulard. C'est la loi. Elles restent alors vêtues de leur abaya, une robe longue assimilée à un vêtement religieux traditionnel de l'islam. Il faut que ce soit large, il faut que ça cache les chevilles, faut que la fille elle soit couverte, qu'elle se cache. À en croire le règlement intérieur du lycée, ce vêtement est toléré, alors que les gants portés dans le cadre d'une pratique religieuse sont par exemple interdits. Le port des couvre-chefs de toute nature ainsi que les gants sont interdits à l'intérieur des bâtiments. Il est notamment demandé de se découvrir et de se déganter dès l'entrée dans les locaux. C'était le lundi 22 mai qu'ils ont mis cette règle-là. Et alors l'abaya? Pour nous, on voit pas le mal dans une abaya, il n'y a rien. C'est une robe qu'on porte tous les jours. L'abaya n'est pas explicitement citée dans la loi qui proscrit le port des tenues et signes religieux ostentatoires en milieu scolaire. C'est ce qui rend son interdiction systématique compliquée. Quelqu'un qui fait de son vêtement une revendication politique ou religieuse va être entendu d'abord par le chef d'établissement pour vérifier qu'il y a bien une intention. Si la personne refuse de venir la fois d'après sans ce vêtement, sans ce signe ou ce que l'on veut, à ce moment-là, elle rend son vêtement revendicatif. Suite à cet entretien avec l'élève, il faut avoir un entretien conjoint avec la famille. Et si tant est qu'on ait trouvé un terrain d'entente, on vient de consacrer 5 ou 6 heures à une jeune fille ou à un jeune homme. Si on en a 4 ou 5, on peut peut-être le faire, mais ça devient déjà limite. Et au-delà de 5 individus, on ne peut plus gérer, c'est pas possible. Dans ce deuxième lycée, à une vingtaine de kilomètres de là, une fille sur 2 porterait une abaya en cours, selon certains enseignants. Un chiffre qui augmente encore au sein des filières technologiques. Sur 30, on doit être 16, 18. Quoi? Sur 30 élèves, à porter des abayas, même des pas voilés. Hein. Une vingtaine, on est, au moins. Il y a quelques profs qui nous regardent mal ou des trucs comme ça. Il y en a, mais après, il n'y en a aucun qui a osé parler. En fait. Des professeurs désarmés devant ces lycéennes. Nous avons contacté certains d'entre eux. Aucun n'a accepté de nous parler face caméra. S'il vous plaît, moi, personnellement, contactez le chef d'établissement. Voilà, il faut voir avec lui, je vais l'appeler là. Mais sous couvert d'anonymat, il nous affirme que volontairement ou non, les élèves qui portent l'abaya font peser une pression sur l'ensemble de l'établissement. Il arrive que certaines élèves fassent des remarques à des enseignantes, surtout l'été, lorsque les bras sont découverts. La mixité au sein du lycée est de plus en plus compliquée. Parfois, les enseignants disent même avoir des difficultés à faire cours, en philosophie, en SVT ou encore en histoire-géographie, comme nous l'écrit cet autre professeur. Certaines jeunes filles ont refusé de faire le travail donné sur la condition des femmes. Elles acceptent cependant la sanction. Je ne me censure pas, mais je le paye. Rien de très grave ni de très violent, mais je suis très souvent obligée de réaffirmer ma légitimité et mon autorité en tant qu'enseignante. D'autres professeurs, certains proviseurs aussi, évoquent une crainte grandissante qui les pousse à baisser les bras. Les chefs d'établissement souvent sont logés dans leur établissement scolaire. Dans certaines zones du territoire national, un chef d'établissement qui interdirait le port de certaines tenues vestimentaires pourrait d'ailleurs traverser des moments compliqués. Interrogé, le recteur de Lyon a promis d'agir à la rentrée. Élèves et parents devront signer un formulaire sur les règles en vigueur concernant les tenues vestimentaires. Nous allons rappeler expressément que le port de signes ou de tenues qui expriment ostensiblement une appartenance religieuse sont interdits. Voilà. Donc ça c'est l'abaya. Voilà. D'accord, donc si elles viennent avec l'abaya à la rentrée, elles pourront rentrer ou elles ne pourront pas rentrer? Alors, le premier jour, peut-être, parce qu'il faut que nous ayons ce temps de dialogue, et dès les jours suivants, la règle sera pleinement appliquée.
Une mesure jugée trop imprécise et totalement dérisoire par les syndicats. Nous, ce que nous ne souhaitons pas en tant que chef d'établissement, c'est devoir être les arbitres sur des critères un peu flous. Si les chefs d'établissement disposaient de véritables outils réglementaires dictés par l'État pour interdire certaines tenues à connotation religieuse, je pense qu'on serait comme pour le voile, il n'y aurait plus de sujet et il n'y aurait plus de discussion. Selon une enquête d'un syndicat, 43% des proviseurs ne déclarent pas les atteintes au principe de laïcité dans leurs établissements. En moyenne, depuis le début de l'année scolaire, 390 signalements ont été recensés chaque mois par le ministère de l'Éducation nationale. On en parle avec nos invités. Bonsoir Mickaël Gagné, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes grand reporter à Ligne Rouge, le rendez-vous du lundi soir. Bonsoir Maxime Pat, vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée. Rebonsoir Guillaume Fard. À distance, on retrouvera Julien Giovacchini, principal du collège de la Maurénie à Lille. Vous êtes du syndicat Indépendance et Direction. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et dans un instant, Latifa Ibn Ziaten sera aussi avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes la mère d'Imad, le parachutiste de l'armée française assassiné par Mohamed Merah à Toulouse, et vous avez fait de la laïcité votre cause. Aujourd'hui, vous nous raconterez ce que vous faites. Vous allez notamment dans les écoles discuter avec les élèves justement pour les sensibiliser à la question. Il est très intéressant le reportage qu'on vient de voir. Il montre à quel point l'abaya est tolérée dans certains établissements. On voit cette jeune fille qui dit seulement quelques profs nous regardent de travers, nous regardent mal, mais sinon ça va. Oui, alors en fait, c'est très lié au fait qu'on charge finalement la direction de chaque établissement, finalement de faire respecter, on va dire, des tenues qui soient neutres, hein, c'est un petit peu l'idée. Alors l'idée, c'est en fait, on va jouer sur la symbolique, c'est-à-dire la répétition ou pas de porter l'abaya si on lui donne une connotation, une identité religieuse. C'est sujet à interprétation. Est-ce qu'on peut dire que l'abaya en soi, dans un établissement scolaire, est une atteinte à la laïcité? Non, c'est plus compliqué que ça? Non, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, on peut aussi distinguer un effet de mode, parce qu'effectivement, on le voit avec l'augmentation des températures aussi, le printemps et l'été. C'est aussi, de fait que ça se joue dans les établissements scolaires. Moi, j'enseigne dans un établissement scolaire où effectivement, on en voit un petit peu plus ces derniers temps, et c'est très lié aussi à cela. Un effet de mode. Donc quand vous voyez une élève qui porte une robe longue musulmane, une abaya, vous ne vous dites pas elle porte atteinte à la laïcité, vous, en tant que professeur? Forcément, culturellement, on va, d'un point de vue historique en France, on se dit on est interpellé. Mais après, encore une fois, il y a aussi la neutralité de l'enseignant, qui est de faire cours avec des élèves avec leur personnalité, avec leur identité. Et en fait, c'est à la gestion. Nous, on nous demande de faire remonter si jamais on voit des répétitions de ce genre en termes de tenue. En vrai, ça peut arriver. Alors moi, je n'ai pas été confronté directement, on va dire, à faire des remontées significatives. Mais en tout cas, dans les établissements autour, on en parle effectivement et ça se fait. Julien Giovacchini, c'est à qui de déterminer si l'abaya qui est portée par une élève est une atteinte à la laïcité? Au bout du processus, c'est au chef d'établissement que va revenir cet honneur. Et c'est là où se trouve le problème, comme vous le disiez, et comme ça c'était bien dit dans les différents témoignages, ça laisse part quand même à une certaine dose d'interprétation. Et c'est là qu'on peut regretter qu'il n'y ait pas de texte très précis par rapport à cette tenue ou à d'autres qui pourraient remettre en cause le principe de neutralité qui est attendu au sein de l'école publique. En gros, ce serait plus clair selon vous si on disait tout simplement l'abaya est une atteinte à la laïcité, point final. Ce serait quelque chose de beaucoup plus simple à gérer pour les établissements. Tout à l'heure, j'entendais un témoin dire quand il y a 1, 2, 3, 4, 5 cas, on arrive à respecter toutes ces procédures de dialogue que l'on met en œuvre à chaque fois que nous sommes interpellés. Mais dès que vous augmentez le nombre de cas dans un établissement, comment est-ce que vous trouvez le temps pour pouvoir mener cette phase de dialogue quand vous avez 10, 20, 30 ou 40 cas, si ce n'est plus, quotidiennement dans l'établissement? C'est quand même on nous demande de trouver l'intentionnalité
du port d'un vêtement qui donne une identité religieuse. C'est toute la difficulté. Pourtant, c'est inscrit dans la loi, Mickaël. Le signe religieux, la tenue religieuse, ça n'a pas sa place dans un établissement scolaire. Oui, la loi de 2004 est claire, celle du 15 mars, et puis aussi la circulaire du 18 mai 2004 qui dit que les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse, tels que le voile, tels que la kippa ou une croix qui serait excessivement grande, mais aussi la loi fait en sorte que ça soit adapté à de nouveaux signes qui pourraient contourner la loi. Je pense qu'il faut aussi être assez clair. Les abayas, c'est religieux. Moi, cette histoire me rappelle une histoire qui s'est passée en 2010 dans le lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen, où des jeunes filles sont arrivées en abaya, où les chefs d'établissement et les professeurs ont cherché à savoir ce qu'étaient ces nouvelles robes. On était seulement en 2010. Elles ont découvert en faisant des recherches que ça venait d'Arabie Saoudite. C'est wahhabite, c'est un signe religieux. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, qui est beaucoup plus grave qu'aujourd'hui, c'est que derrière ces jeunes filles qui venaient en abaya, lorsque la chef d'établissement s'est opposée à leur venue, il y avait Abdelhakim Sefrioui, donc celui qui aujourd'hui est mis en cause dans l'assassinat de Samuel Paty, qui se faisait un plaisir d'être un agitateur à ce moment-là et d'encourager les jeunes filles à résister au chef d'établissement. Donc si vous voulez, effectivement, les abayas, que ça soit conscientisé ou pas par les jeunes femmes, c'est un signe religieux. Il faut être clair là-dessus. Il y a un entrisme. Alors, entrisme, c'est peut-être fort, mais en tout cas, il y a la volonté, c'est sûr, de contourner la loi. Il y a l'idée aussi que peut-être l'école peut être un espèce de terrain pour tester les lois de la République. On le voit souvent, à plusieurs reprises. Alors, ces jeunes femmes n'en ont pas toujours conscience. Parfois, c'est du mimétisme, mais c'est clairement un signe religieux, et l'idée de dire c'est interdit, on le sait, mais finalement on va essayer. Et beaucoup de professeurs le disent aussi dans ceux que j'ai pu interviewer ces dernières années, ces derniers mois. On essaye aussi avec des bandeaux, on essaye d'enlever le voile le plus tard possible. Ces faits existent, et puis aussi parfois sont associés des contestations de cours. C'est pas juste la tenue religieuse, c'est tout ce qui va avec aussi. Des contestations de cours, c'est-à-dire ne pas vouloir aller en cours de sport, refuser aussi quelques cours, refuser des cours de musique. Certains me l'ont raconté, contester la Shoah, ça dans les cas excessifs, évidemment. Mais c'est des choses qui arrivent. Des absences pendant le ramadan de plus en plus fréquentes, par exemple. Donc c'est aussi une volonté d'affirmer, je vous dis inconsciemment ou pas, c'est pas toujours politiquement idéologique, si vous voulez, de la part des jeunes filles, mais c'est aussi de dire que la loi de la République, finalement, est inférieure aux lois religieuses. C'est quand même cette volonté-là. Êtes-vous sensible à ces signes dont parlait Mickaël ? Oui, bien entendu. Je veux dire, il ne s'agit pas de faire de langue de bois, ça existe dans les établissements scolaires. Après, je crois que ce qui est important, c'est le dialogue aussi. On a justement affaire à des élèves qui ont 16, 17, 18 ans, qui sont aussi en âge de comprendre, parce que ça fait un petit moment qu'ils ont des cours d'histoire, des cours de culture générale, des cours de mathématiques, de physique, où on leur montre la diversité de la culture. Et justement, je pense qu'on peut jouer aussi sur la rationalité. Je pense que c'est très important aussi là-dessus. Moi-même, je fais des cours sur des sujets en histoire-géographie qui sont effectivement un petit peu délicats à aborder parce qu'on sait que c'est une histoire qui est vive. Quand on prend par exemple les mémoires de la guerre d'Algérie, quand on prend effectivement l'histoire de la Shoah, ce sont des sujets qui effectivement... Mais je pense qu'avec aussi une bonne pédagogie, et je le dis très sincèrement, sans langue de bois, je le fais en classe avec mes terminales, je le fais avec des premières, j'aborde aussi tous ces sujets-là. Objectivement, quand c'est bien expliqué, je fais aussi le conflit israélo-palestinien, qui n'est pas toujours non plus évident. Eh ben, quand c'est bien expliqué, quand il y a de la pédagogie, honnêtement, les élèves écoutent et ils sont plutôt curieux d'ailleurs. Ils vont poser pas mal de questions derrière. Latifa Ibn Ziaten, merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, vous avez fait du combat contre la radicalisation, le combat de votre vie. Vous allez dans les écoles pour sensibiliser les enfants à la question de la laïcité. Quand vous leur parlez de laïcité, vous dites qu'il y a toujours 1, 2 ou 3 élèves qui vous disent « Ah mais non, la laïcité, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous ». Pourquoi ? Bonsoir. Vous savez, la laïcité, des fois, certains jeunes, ils ne comprennent pas que la laïcité, c'est notre garant de pratiquer notre foi librement, à condition qu'on
qu'on respecte ces règles, qu'on respecte les règles et les valeurs dans l'établissement scolaire laïque. Et croient que la laïcité c'est fait que pour les autres, mais pas pour nous. Alors j'essaie d'expliquer s'il n'y avait pas ces règles de la laïcité, comment vous voulez qu'on pratique. Et ceux qui ne pratiquent pas, on doit respecter, c'est ça le respect des règles de la laïcité. Et le jeune, il me dit, mais pourquoi j'ai pas le droit de porter, par exemple, une jeune fille un voile? Je dis, mais un voile, c'est un signe religieux. On peut pas le porter dans l'école laïque. Vous pouvez porter vos livres à l'extérieur, mais l'école, vous devez respecter. Et voilà, c'est un travail à faire, je pense, aujourd'hui avec nos jeunes, avec nos élèves. Et il faut savoir expliquer cette règle de la laïcité. Il ne faut pas passer au-dessous de la laïcité. Je pense qu'il faut respecter ces lois et respecter ces règles et ces valeurs. Expliquer la laïcité, justement, comment vous la définissez quand vous parlez avec ces élèves? Moi, vous savez, parce qu'il y a une charte, des fois ils me disent la charte elle est longue, madame. J'ai dit, vous savez, oubliez un peu la charte, juste vous dites la laïcité elle est pour nous tous. On doit pratiquer, on pratique pas. On doit respecter, c'est la valeur de la laïcité, c'est la valeur, c'est le garant de pratiquer sa foi. Et je pense que la foi c'est pas une identité. Là, on est en train de tout mélanger, quel dommage. Je sais que les profs et les directeurs de l'école, ils doivent suivre exercer leur métier. C'est pas aussi facile. Je pense qu'ils sont pas assez formés, ils sont pas assez préparés, parce que normalement, les règles et les valeurs, on doit les respecter. Il y a des règles qu'on doit les respecter, que ce soit musulmans ou non musulmans. On continue cette conversation dans un instant. Je suis toujours obligée à cette heure d'envoyer la publicité. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Nous continuons à parler des atteintes à la laïcité qui se multiplient à l'école. Vous avez vu tout à l'heure notre enquête qui a été réalisée par plusieurs reporters de BFM TV, Stéphanie Zenati, Véronique Fèvre, Sonia Reynaud, qui montre à quel point les abayas, ces robes longues religieuses, se multiplient à l'école. Latifa Ibn Ziaten, votre témoignage est important à plus d'un titre. Vous dialoguez avec les élèves, vous nous racontiez à quel point certains ne comprennent pas le principe de laïcité. Vous constatez également à quel point il est difficile de parler avec eux des caricatures du prophète Mahomet? Alors, sur ça, j'explique, moi, vous savez, quand il me parle sur le dessin qui a été fait par Charlie Hebdo, je dis ça reste qu'un dessin, parce que moi, je ne vois pas un visage de prophète aucun livre, ni aucun... on l'a pas. Alors, pour moi, ça reste qu'un dessin. Et là, ils comprennent. Ils me disent, c'est vrai, madame. Je dis, ben voilà, ça reste qu'un dessin. Et les gens, ils ont le droit de faire, de dessiner, c'est leur métier. Chacun a son métier, c'est cette liberté de montrer aussi leur manière de dialoguer, de montrer leur travail. C'est un travail d'un journaliste ou d'un artiste ou d'un chanteur ou quiconque. Chaque personne est ce qu'on veut qu'à sa manière. Mais je ne crois pas que pour moi personnellement, en tant que femme musulmane et française, ça ne me touche pas du tout, parce que je sais que le prophète est en quelle photo on ne l'a pas. On ne sait même pas quel visage et quelle forme ni quoi que ce soit. Tout le respect pour nos prophètes. Il est nécessaire le travail que fait Latifa Ibn Ziaten, justement, pour expliquer aux enfants qui n'ont pas compris la laïcité, leur expliquer aussi que le blasphème, ça n'existe pas. Oui, on a le droit de caricaturer Mahomet. Et c'est un travail pédagogique incessant. En fait, ce que m'ont dit, moi, les enseignants que j'ai rencontrés, c'est qu'il faut être pédagogue tout le temps, expliquer que le droit au blasphème est autorisé. Et c'est quand même quelque chose qui a encore un peu du mal à passer ou qui surprend.
La représentation du prophète, pour certains collégiens, elle n'est pas naturelle. Les caricatures de Charlie Hebdo, c'est encore quelque chose qui choque. Donc, il faut expliquer, parce qu'il y a une confusion, ce que me disent aussi les enseignants, entre laïcité et athéisme. Et certains n'ont pas compris que la laïcité, c'est le droit de croire, mais aussi de ne pas croire. Et que c'est ce que permet le modèle républicain français. Et donc, les enseignants le disent, et vous l'avez constaté, il faut le répéter tous les ans. Ce qui est un petit peu des fois inquiétant et lassant, c'est qu'après toutes ces années, après ces attentats terribles, où on a réexpliqué, on a montré qu'en France, la liberté d'expression était fondamentale, il faut revenir tout le temps sur le sujet. Qu'est-ce qui pourrait changer aujourd'hui? Qu'est-ce qui devrait changer? D'abord, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le texte. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le texte. La loi du 15 mars 2004, elle est en fait extrêmement claire. Et donc faire reposer sur les chefs d'établissement une appréciation au cas par cas, ça ne devrait pas avoir lieu d'être. Normalement, on devrait dire l'abaya est d'origine wahhabite, vous l'avez bien rappelé. Ce faisant, c'est un vêtement à caractère religieux. Par conséquent, ça tombe sous le coup de la loi. Et donc la règle est la même partout et pour tous. Et ce n'est pas un chef d'établissement qui, selon qu'il est courageux ou pas, selon qu'il subit des pressions ou pas, selon que le contexte est facile ou difficile, doit, lui, de sa propre initiative, apprécier cela. Donc il faut respecter le texte et qu'il y ait de la clarté sur le texte. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous commencez par une forme de pression vestimentaire, vous tombez dans le délit d'entrave à l'enseignement, parce que depuis la loi confortant le respect des principes républicains, c'est un délit d'entraver le travail d'un enseignant dans sa classe en exerçant des pressions sur lui. Et l'étape d'après, c'est ce que Hugo Micheron raconte dans son dernier livre. C'est que partout où il y a eu du djihadisme, on en a eu quand même 3 vagues dans les années 90, au début des années 2000, plus récemment dans les années 2010, il y a eu une préparation des esprits avant de préparer les combattants. Ça commence, la préparation des esprits, par une forme d'entrisme religieux dans l'école de la République. Et l'entrisme religieux n'a pas sa place au sein de l'école de la République. Parce que ça fait peser une pression importante sur vos épaules aussi. Bien sûr, nous sommes les enseignants en première ligne à chaque fois sur toutes ces questions-là. C'est-à-dire après, c'est notre travail. On est confronté aux élèves, à leurs réflexions, à leurs questions, à leurs contestations parfois. Et c'est sûr que nous, on est en première ligne et c'est à nous de donner aussi tout de suite une réponse. Parce que c'est ce qu'attend un élève aussi d'un enseignant. Il y a toujours cette idée que l'enseignant apporte une réponse à tout et on n'a pas toujours la réponse à tout. Et justement, quand c'est des faits qui apparaissent comme ça en vague et de façon assez massive.